C'est comme une noblesse en fait vécue par les fondateurs, ce qui viennent du produit, de se dire je vais réussir à créer un produit qui va se vendre tout seul. Il est tellement bon ce produit, il a tellement été bien fait que t'as vu, je suis meilleur que toi, j'ai pas besoin de quelqu'un pour activer, pour mettre du fuel. Tu vois, à la limite, c'est une voiture sans essence, tu vois. Si j'ai voulu faire Clap, c'est que je voulais aussi avoir ce sens de savoir où chercher les dollars. Dans une boîte early stage, ta mission, c'est pas de garder le plus de portes ouvertes le plus longtemps possible, c'est plutôt de fermer les portes le plus tôt possible. Même si ça vient avec des paris, bah oui, tu peux faire mal à ton business, tu peux faire mal à tes métriques parce que tu te fermes une porte. Et en fait, t'es là pour apprendre. Ouais, Facebook, ils ont réussi à l'époque. Ils ont fait de la monétisation en temps 2 après avoir eu une audience. Et en vrai, quand tu as ton audience et que tu as ton usage, c'est facile de monétiser. Ça, c'est une erreur. Je le déconseille à tout le monde. Il y a une boîte qui fait beaucoup ça en test, qui kill des fonctionnalités juste pour voir ce qui se passe. Et ça leur permet de suivre une valeur qui s'appelle la valeur de la simplicité. C'est partout, ils font ça beaucoup. Donc eux, ils veulent toujours un produit simple. En fait, ils vont virer des fonctionnalités sur lesquelles ils ont une intuition qu'il n'y a pas tant d'adoption que ça. Et ils voient ce qui se passe. Est-ce que ça gueule, est-ce que ça gueule pas, etc. Le PLG, pour moi, c'est difficile. Salut Robin. Salut. Ça va? Bah ouais, je suis ravi d'être ici. Trop content de te voir. Alors, si les gens le voient à l'image, Robin, il est en shirt parce qu'il vient de se faire 25 bandes pour venir au studio à Paris. C'est la première fois que j'ai ça. Et en vrai, je ne peux pas m'empêcher de le dire en fait en ligne parce que genre, vraiment, c'est très original. Tu racontes vite fait l'histoire du trail et en vrai, on en parlera peut-être un petit peu à la fin. Non, mais je lui ai demandé la permission quand même d'arriver avec un short. Ces jours de grève, j'étais en off-site avec l'équipe dans les environs de Paris et du coup, c'est beaucoup plus rapide de venir en courant. On sous-estime, mais en fait, on voit très très vite en courant. À 25 km pour venir en studio de podcast, j'avais vraiment jamais fait. C'est trop marrant. Robin, tu es le cofondateur et CEO d'une boîte qui s'appelle Clap. Tu nous racontes en 2 mots ce que c'est? Ouais, alors Clap, on est une solution de meeting recording sur laquelle on a ajouté en fait des agents qui vont pouvoir utiliser toute la donnée grâce à l'IA qu'on a dans les interactions et les discussions clients. Donc on est à destination des commerciaux et c'est pour les amplifier, les rendre beaucoup plus efficaces avec de l'automatisation de tâches et gérer leur admin au quotidien, avec la découverte d'insights pour améliorer leur discours de vente et leur taux de closing, et avec toute une partie coaching, parce qu'en fait, on sait que quand on recrute des équipes commerciales, une des grosses difficultés, c'est la montée en compétences les premiers mois. Et donc, Clap sert sur ces 3 aspects-là. Trop bien. Quand est-ce que tu montes ça, Clap? Alors, Clap, à l'origine, et c'est l'objet de ce podcast, n'était pas du tout cette idée-là. Ouais. C'était en 2021, à la suite du Covid, et l'idée a germé pendant le Covid. Pendant le Covid, ok, 2021. Et à la base, donc, tu viens de le dire, tu partais sur quelque chose d'autre. Toi, tu as un parcours qui est produit en plus. Comment tu passes de ton ancienne expérience de CPO, je crois, de mémoire chez Augury, ou VP Product? T'étais CPO ou... Ouais, VP Product, mais il n'y avait pas de CPO. Ouais, bon, c'était pareil, c'est pareil. Ouais. Je veux monter Clap. Alors, c'est une bonne question. En fait, moi, j'ai commencé ma carrière, donc c'était produit en 2011-2012, et le produit a été un peu ma réponse aux bullshit jobs. Avant ça, j'ai été en cabinet d'avocat d'affaires. J'avais passé mon barreau, j'ai été passionné par le droit et j'ai beaucoup moins aimé le métier de conseil et le rythme, etc. Et j'ai découvert chez Rocket Internet en Amérique latine le produit. Et ça a été vraiment une révélation de se dire on n'est pas juste bon à faire des PowerPoint, des présentations, des Excel, on est bon aussi à construire. Et finalement, alors c'est pas comme un menuisier qui va construire sa table, mais on a quand même une application entre les mains et c'est un objet, certes virtuel, mais un objet. Et j'ai adoré ce côté vraiment crafting. Et donc, c'est le fil conducteur depuis 12 ans, le côté product. J'ai fait plusieurs boîtes avant ça. J'ai grimpé petit à petit les échelons dans les différentes entreprises où j'ai été. Et ce qui me manquait, c'était vraiment franchir le pas et créer, moi, mon truc. Ouais. Et donc ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est que donc, la boîte où j'étais avant, qui s'appelle Augury, c'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, un Criteo, mais sur mobile, donc de l'acquisition publicitaire. C'est incroyable niveau data, c'était parfait pour apprendre, pour grandir, pour manager plus d'équipes, mais c'était clairement pas là où je voulais passer ma carrière. Parce que quand on parle d'un bel objet, la publicité, en tout cas pour moi, n'en fait pas partie. Et donc, je voulais construire Clap avec un produit vraiment PLG, fondé sur le produit, où on mettait vraiment l'intégralité là-dessus, avec beaucoup d'attention aux détails, les little big details en design, dont on parle parfois. Donc ça, c'est un peu les 2 sujets principaux. Ok, donc tu te dis que tu veux monter une boîte, et donc là, tu fais un produit à l'époque qui n'est pas du tout destiné aux équipes commerciales, comme tu viens de le dire là. C'est quoi la promesse de l'époque et comment tu en arrives à ce constat-là pour lancer Clap? Ouais, alors la promesse de l'époque, elle est née comme souvent de mon expérience précédente. Ouais. Donc, on est pendant le Covid, on est dans une boîte où on est à peu près 500 personnes chez Augury,
Et on se rend compte que quand tout le monde passe en télétravail du jour au lendemain, la communication est hyper difficile. Et notamment dans une boîte comme la nôtre, où il n'y avait pas beaucoup d'écrits, pas beaucoup de culture écrite, pas beaucoup de culture d'asynchrone. Tout se passait vraiment dans les bureaux, un peu avec la sérendipité des discussions, la machine à café. C'était vraiment la culture et ça fonctionnait comme ça. Impulsé d'ailleurs par le CEO qui était vraiment comme ça, et le cofondateur. Et donc, ce qu'on a voulu faire en créant Clap, c'était de se dire, on démocratise l'asynchrone pour les équipes qui sont en télétravail majoritairement. L'asynchrone, à l'époque, ne passait que par l'écrit et on voulait permettre l'asynchrone par la vidéo. Okay. Et donc, la manière dont ça fonctionnait, c'était un peu une sorte de YouTube d'entreprise où on va pouvoir s'enregistrer, on va pouvoir collaborer, on va pouvoir s'envoyer des messages. Pour ceux qui connaissent Loom, on voulait faire une variante de Loom, mais là où Loom permettait uniquement d'envoyer des vidéos et ça s'arrête. Et si on a envie de continuer la discussion, il fallait le faire soit en physique, soit en s'appelant, soit dans le flux Slack ou email dans lequel on s'envoyait la vidéo. Il n'y avait pas de notion de collaboration, de prise de décision, etc. Et donc, c'est ce qu'on a voulu rajouter à Clap. Ok. Tu t'es longtemps considéré avec Clap comme un concurrent de Loom ou pas du tout? Ouais, forcément. Forcément, parce que c'était eux qui avaient bien défriché le marché. Ils ont énormément boomé pendant le Covid. Et notre parti pris à l'époque, c'était en fait de prendre un peu, de surfer sur cette nouvelle catégorie qu'ils étaient en train de créer. Alors, vidéo messaging, je sais pas, on peut l'appeler un peu comme on veut. Nous, on l'appelait asynchronous meetings, en l'occurrence, puisqu'on avait vraiment une volonté de rester pas que sur de la simple vidéo one-way, quelque part, mais de pouvoir avoir des allers-retours de la prise de décision et une logique un peu systémique, décisionnelle et informationnelle au niveau entreprise. Mais ouais, on a essayé de surfer sur leur catégorie. Bon, on y reviendra. La catégorie n'a pas pris. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance avec leur rachat aussi cher par Atlassian. Ah, c'est ouf. Je ne sais plus s'ils ont communiqué le montant à l'époque. Quasi 1 milliard. Ouais, c'est insane. Et donc, ouais, la catégorie n'a pas complètement pris. On voyait tous nos concurrents au fur et à mesure des mois on était contents à l'époque parce qu'on disait les concurrents ne marchent pas trop. Et en fait, il vaut mieux être dans un marché où il y a beaucoup de concurrence plutôt qu'un marché où il n'y en a pas. Ça, c'est une de mes leçons. Parce que s'il n'y a pas assez de concurrence, c'est en fait qu'il n'y a pas de marché. Ouais. Et voilà. Et donc, en fait, la catégorie post-Covid, tout le monde parlait de ces sujets-là. Et puis 2 ans, 3 ans après, tout le monde revient petit à petit au bureau. C'est beaucoup moins d'actualité. Et donc, on a fini par lâcher l'affaire. Ok. Il se passe combien de temps entre la création de Clap sur ce modèle-là et le moment où tu commences à faire tes premiers constats, à te dire avec ton équipe, bon, là, il faut vraiment qu'on change, quoi. C'est assez délicat parce qu'à la fois, c'est dès le début. Et à la fois, on a quand même mis longtemps puisqu'on a lancé la première version de Clap, ça devait être la rentrée septembre 2021. Et le pivot officiel communiqué un peu en grande pompe auprès de notre cible, c'est juin, le 28 juin 2024. Ok, donc il se passe un peu moins de 3 ans. Voilà. Et je dirais qu'en fait, la première année, nous, on s'était mis sur un format de product-led growth. Donc vraiment, pas d'équipe de vente. On voulait un peu copier le modèle qu'on peut voir avec des Notion, avec des Airtable, avec toutes ces boîtes américaines qui peuvent faire rêver des product managers, de se dire c'est le produit qu'ils ont tout seuls. Bon, j'arrive après la bataille et ça a été détricoté. Maintenant, on sait que le PLG n'est plus du tout la promesse et la poule aux œufs d'or que tout le monde voulait bien dire à l'époque. Mais en tout cas, c'était comme ça qu'on voyait les choses. Ouais. Hormis sur certaines typologies de produits quand même. Tu as des produits encore sur des cibles, Photoroom par exemple. Exactement. Et je pense en fait, quand tu as proche consumer, pardon, je vais y arriver, mais qui font quand même du B2B, tu vois. Ouais. Des petits B2B. Même si Photoroom d'ailleurs est en train d'essayer d'upmarket en ce moment. Donc tout le monde y revient. Mais ouais, c'est très compliqué. C'est vrai, et en fait, ça dépend beaucoup du marché, mais il faut des conditions très précises. Ouais. Tu vois, nous, dans notre secteur plus ou moins proche, il y a Screen Studio, alors qui n'est pas non plus une grosse boîte, mais ils ont vraiment bien fait leur truc, et ils sont sur cette logique-là, et ils ont un produit, mais c'est un produit qui est... Nous, on avait une ambition un peu transformative dans les entreprises. En fait, pour te dire, tu as une boîte, elle travaille, et tu lui dis, non, mais en fait, il faut que tu passes à la vidéo asynchrone, que tu changes tes manières de travailler, il faut que tu leur montres le ROI, c'est productivité, collaboration, et c'est assez large. C'est un gros en fait, réussir à faire passer tout ça, ça demande presque du conseil d'implémentation. Bon. Et donc, c'est impossible en PLG. Bon, ça, c'est une des leçons qu'on a pu avoir. Il y a deux trucs, si je peux me permettre. Il y a la dimension faire des produits self-serve. Alors, attention, il faut qu'on fasse attention aussi sur la différence entre PLG et self-serve, mais en tout cas, des produits où globalement, les utilisateurs peuvent se servir tout seuls et l'utiliser jusqu'à payer tout seul. Il y a ce truc-là qui est très dur. Et après, il y a ce que tu disais, qui est l'éducation sur, faire comprendre aux gens que c'est vachement bien, en fait, de collaborer sur un outil comme Clap. Mais c'est les deux, tu vois, tu peux très bien faire un outil self-serve où le marché est éduqué, et pourtant c'est très dur quand même d'y aller.
Mais toi, tu as quand même deux dimensions qui étaient compliquées, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais aujourd'hui, on continue d'avoir du PLG. Ça continue à être un de nos go-to-market. On continue d'avoir du self-serve. Ça marche très bien. C'est simplement que ça ne marche pas tout seul et c'est dans un faisceau go-to-market plus large. Ouais. Mais oui, clairement, je suis d'accord avec toi. Moi, ma lecture, c'est que le PLG va être hyper intéressant, soit en relais, un peu pour acquisition marketing, etc. Parce que tu amplifies ton inbound. Ton inbound ne s'arrête pas avec juste un formulaire contact, mais il va jusqu'à l'utilisation et après, ça te fait les PQL, on pourrait y revenir, etc. Ou alors, quand tu as un outil, je parlais de Screen Studio, qui est un outil presque plus fonctionnalité, ils ont un scope relativement léger, qui est hyper bien léché, tout est très, très bien ficelé, mais il n'y a pas une ambition transformative ou quelque chose de très large. Et je pense que dans ces deux cas, ça fonctionne. Bon, après, oui, on peut creuser. Typiquement, CRM, je pense que c'est quelque chose qui a tellement été fait que ça peut aussi fonctionner potentiellement quand on est sur une industrie qui est déjà très, très balisée. Mais assez vite, on a quand même beaucoup d'accompagnement et je serais curieux. On est dans les studios d'Exa de voir ce que Folk a fait. Ils ont quand même pas mal de commercial dès qu'ils veulent monter en gamme en termes de taille d'équipe. Et d'ailleurs, Thibault, le fondateur que j'ai reçu sur le podcast, avait fait ce constat également sur notre épisode en disant je suis étonné. Il disait je suis étonné que Slack ne m'ait pas appelé avant, alors que quand même, on est très gros utilisateurs. Appelé dans le sens qu'il est commerciaux qui n'ont pas démarché pour upseller. Il disait que sur sa propre boîte Photolia revendue à Adobe à l'époque, il avait un concurrent qui s'appelait Shutterstock, qui était au même stade de CA, voire un peu en dessous, et qui, quand ils ont commencé à prendre des bureaux avec des commerciaux dans une tour à New York, ont carrément explosé les scores en chiffre d'affaires. Notion, Linéaire ont tous dit, les fondateurs, le seul regret qu'on a, c'est de ne pas avoir embarqué des équipes commerciales plus tôt. Donc, tu as vraiment quand même... Tu as raison de dire, ce constat de toutes les équipes, avec les reculs qui sont tous des énormes ayatollahs du produit, je pense, tu vois. Tu prends les gens de Notion, tu prends les gens de Linéaire, c'est comme des gens, ils viennent du parcours très produit ou design. Mais tous disent à un moment, en fait, merde, on aurait dû le faire avant, quoi. On a perdu un peu de vitesse. Et même quand tu as une boîte, tu as cité que des gros succès. Mais en fait, c'est pas parce que tu as un énorme succès que tu peux pas l'accélérer encore plus. Mais exactement. Et mettre une composante de sales pour accélérer là où il faut. Et bon, en l'occurrence, nous, on a un de nos angels chez Clap qui était chez Notion et qui était vraiment justement sur cette partie d'amplifier la partie commerciale sur les comptes les plus prometteurs. Intéressant. Donc ils partagent ce constat chez Notion que ça a pu accélérer. Tu as comme une noblesse en fait vécue par les fondateurs, ceux qui viennent du produit, de se dire je vais réussir à créer un produit qui va se vendre tout seul. Il est tellement bon ce produit, il a tellement été bien fait que tu as vu, je suis meilleur que toi, j'ai pas besoin de quelqu'un pour activer, pour mettre du fuel. Tu vois, à la limite, c'est une voiture sans essence, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais je pense qu'il y a une... je vais te dire, on peut y aller directement. Tu vois, c'est un podcast et destination surtout des équipes produits. Moi, je pense que je suis pas trop mauvais en design, je suis pas trop mauvais en product, je suis pas trop mauvais aussi en vision et management de produit. Si j'ai voulu faire Clap, c'est que je voulais aussi avoir ce sens de savoir où chercher les dollars. Parce qu'en fait, je pense que les équipes produits sont trop souvent, ça change un peu en culture, mais sont trop souvent dans leur, peut-être pas tour d'ivoire, mais on n'est quand même pas très loin dans leur bulle, où il y a les commerciaux, il y a le CEO, il y a la partie un peu revenu, et puis il y a la partie un peu sacrée du produit, et il faut la protéger, la mettre, comme tu dis, dans sa bulle. Et je pense que j'étais un représentant de ça. Et alors, je n'étais clairement pas le meilleur exemple. Et dans nos auditeurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront peut-être pas, mais c'est quand même assez large. Et dans toutes les équipes product que j'ai recrutées, c'est un trait que j'ai souvent vu. Et donc, mon apprentissage là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de je sais pas comment on pourrait dire, de fierté, presque parfois qui vire au mépris, de se dire non, mais le produit, c'est le cœur du réacteur, le reste, c'est à côté, c'est juste des enablers, et c'est le produit qui va faire. Aujourd'hui, moi, je pense qu'un produit sans distribution, c'est rien, c'est 2 pattes. Si tu as une patte qui est cassée, tu n'y arrives pas. Et même, je pense que tu peux vendre et réussir avec un produit moyen, parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas réussir à imprimer une vision, un narratif dans l'esprit de tes consommateurs, et ils ne sont pas tous hyper attentifs et aussi attentifs que toi aux fonctionnalités, à ton design, à ton expérience. Tu as mis l'exemple de ça, hein. Salesforce, HubSpot, c'est des foudres de guerre quand on parle de distribution. Mais honnêtement, ils ont des produits qui sont regarde Teams, on parlait de Slack. Pendant le Covid, Teams, ils ont explosé. Exactement, ouais. Bon, je continue de préférer Slack en expérience, mais n'empêche que Teams, ils ont gagné la bataille. Ouais.
Et en fait, la distribution fait quasiment tout. Et ça, c'est une vraie leçon d'humilité. Et on l'entend de plus en plus maintenant. Donc, je suis clairement pas le premier à le dire. Et il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Mais au quotidien, il faut se le rappeler, quoi. Et nous, on y est passé chez Clap, en tout cas. Et tu penses pas que les gens qui ont réussi à construire des produits incroyables, genre linéaires, mais qui ont du coup additionné, qui ont mis des sales là-dessus, pourraient avoir une force de frappe qui fait qu'ils pourront rattraper assez vite tous les gens qui sont un petit peu dans des monopoles, donc typiquement Linéaire et Jira, un futur CRM et HubSpot, etc. Alors, c'est une bonne question et je ne maîtrise pas la citation, mais qui disait avec un bon produit et une mauvaise distribution, tu n'y arriveras pas, tu ne feras pas un bon business. Avec une bonne distribution et un mauvais produit, tu peux réussir. Et avec un bon produit et une bonne distribution, tu peux tout casser. Donc, bien entendu, tu vois, là, on parle que de boîtes qui arrivent à faire un produit qui est considéré comme le top notch de leur catégorie, tout le monde connaît. Bah, si tu mets une bonne... déjà, ils ont une notoriété, le côté US, Silicon Valley, etc. etc. Quand tu as une telle distribution et de tels assets pour communiquer et distribuer derrière, bon, bah oui, peut-être que tu y arrives. Mais regarde, Slack, ils sont adossés à Salesforce et c'est pas pour ça qu'ils arrivent à battre Teams. Donc en fait, c'est quand même difficile. Très difficile. Ça dépend à qui tu t'attaques. Bon, on verra typiquement le jeu CRM, si les CRM un peu nouvelle version, type Attio et compagnie, ils arrivent à disrupter les Salesforce. Dans les grosses boîtes, aujourd'hui, nous, on est un outil à destination des commerciaux. Tu passes une équipe de 50 commerciaux, tu n'as plus personne qui utilise Attio et consort et tout le monde est sur Salesforce. C'est clair. Donc en fait, oui et non. Je pense que faut pas sous-estimer, quoi. Ouais, c'est clair. Revenons un peu au début de Clap, pardon, et donc à ce pivot. Donc tu dis qu'il se passe 3 ans et demi entre la création et les premiers signes de il faut qu'on change. En gros, entre la création et le pivot. Pas les signes qu'il faut qu'on change. Le pivot, c'est... en fait, quand on a annoncé le pivot juin 2024, c'est avéré, on a bougé, on a refait notre communication, refait notre positionnement et le produit est mis à jour. Donc, je dirais c'est 3 ans pour la rupture consommée, pas le début de la rupture. Qu'est-ce que tu constates, en fait, donc avant ce pivot, si on revient juste un petit peu avant, ça, c'est quoi? C'est début 2023? Non, 2024, je vais y arriver. Le début du pivot, quand tu te dis il faut y aller? C'est difficile et c'est pas un long fleuve tranquille. Et je pense que, alors moi, je suis pour le contexte, donc première fois fondateur. Je pense qu'il y a une vraie différence et que j'ai souvent entendu entre la première fois fondateur et les fois suivantes. Et je dirais que les premières discussions, c'est au bout d'1 an et demi. Et il y a tout un tas de causes et je peux en parler ici. Avec plaisir, parce qu'il y a des choses qu'on réalise nous, des choses qui nous viennent du marché. C'est un ensemble d'éléments. Et donc, si on essaie de décomposer un peu ce qui s'est passé, nous, le piège qu'on a eu, c'est qu'on a optimisé pendant très longtemps sur la viralité organique, ce qui nous a permis d'avoir des gros comptes avec beaucoup d'utilisateurs. Typiquement, 1 an après que le produit soit sorti, on avait des comptes où on avait 2000, 3000 personnes qui nous utilisaient. Je peux citer un Revolut qui est encore client de nous, par exemple. Un peu moins de licences parce qu'ils étaient moins dans la boîte, mais un Conto, très, très rapidement. On a vraiment vu cette explosion où on voyait les gens qui s'invitaient quotidiennement et ça faisait un effet boule de neige. D'autres boîtes comme Brevo, Kavak au Mexique, qui est la plus grosse licorne et qui est même une décacorne, je crois, aujourd'hui, où on était pareil, il y a plusieurs milliers de licences. Et donc, parfois, on dit le mot vanity metrics. Je ne crois pas que c'était de la vanity metrics, c'est juste que nous, on optimisait sur l'usage, le nombre de ce qu'on appelait des claps, donc des vidéos enregistrées, la collaboration, donc tous les commentaires, réactions, etc., et le nombre d'inscrits. Et ça, c'est le premier point, c'est que pendant 1 an, on était très contents parce qu'on avait des belles courbes et on a mis la monétisation de côté en se disant « Ouais, Facebook, ils ont réussi à l'époque. Ils ont fait de la monétisation en temps 2 après avoir eu une audience. Et en vrai, quand tu as ton audience et que tu as ton usage, c'est facile de monétiser. » Ça, c'est une erreur. Je le déconseille à tout le monde. Même quand on a un play qu'on veut faire en PLG, etc., dans les pures règles de l'art, sans équipe commerciale ou autre, je pense que c'est une erreur parce que ça te conduit à ne pas optimiser tes métriques de suivi qui drive ton business, les actions que tu prends, l'évolution de ton produit, sur les mauvaises métriques. C'était gratuit, quoi. Concrètement, tu n'avais rien de payant. Alors,
Ouais, je pense que c'était pendant longtemps gratuit, peut-être pas complètement 1 an, mais pendant 8 mois au moins. Et même après, en fait, on faisait un peu des POC avec des gros discounts, on avait des prix de licence un peu rabotés, on n'avait jamais vraiment priorisé ce sujet-là. Et ça, c'est vraiment pas bon parce que les gros comptes qu'on avait, on avait du mal à... Quand tu mets une monétisation, il y a un commitment de leur part. Parce qu'ils savent que c'est pas gratuit, donc du coup, ils y mettent un peu plus de valeur perçue, d'attention, etc. Même si tu fais un contrat au début, si tu as vraiment du mal à monétiser, tu fais un contrat, tu mets une sorte de comment on pourrait dire, de formalisation, de formalisme dans tout ça. Et du coup, ça fait que l'acte d'essayer ton produit et de s'impliquer, il est moins gratuit. Alors que nous, on avait plutôt la vision de se dire, on veut enlever toutes les frictions et on laisse les choses faire. Mais du coup, dans les décisionnaires, on n'existait pas tellement. On était sous le radar et il n'y avait pas de sentiment d'urgence, etc. Donc ça, c'est le premier point. C'est un des premiers learnings qu'on a eu, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de monétisation. Et qu'au moment où on a commencé à monétiser plus, parce qu'on n'a pas attendu le pivot pour le faire, bien sûr, on avait un business model qui n'était pas du tout réplicable. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai un Revolut, j'ai plusieurs milliers de licences. À un moment, ils vont pouvoir accepter de payer parce qu'on leur a montré la valeur. On a réussi à faire quand même un travail pour trouver la personne qui va payer. C'est là aussi où le faire pur en self-service et PLG, c'est compliqué. Parce qu'à un moment, quand tu as 2000 personnes, il faut quand même que quelqu'un... Il y a un côté un peu cadre. C'est difficile de demander à quelqu'un de sortir 30 000, 40 000 euros par an, rien qu'avec des cartes bleues individuelles. Et donc, cette partie-là, c'était un peu difficile. Et on n'avait pas de réplicabilité dans le sens où on n'avait pas de chemin qui était... Si tu me donnais un autre compte type N26 pour reprendre même catégorie, même type de player, je ne savais pas comment j'allais pouvoir exactement à 100% répliquer avec un process clair le même succès. Et en fait, quand tu commences à essayer d'avoir une croissance et à, tu vois, ce qu'on appelle un peu ton PMF, que tu passes dans la phase suivante de growth où tu vas commencer à mettre d'un côté des ressources, tu investis 1, tu veux que ça rapporte 2, etc. En fait, on jouait au gambling et on ne savait pas. Et il y avait une énorme incertitude. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. C'est quoi un exemple de schéma de répétition pour qu'on comprenne, par exemple ? Aujourd'hui, notre business model actuel, on a une boîte qui nous contacte, on a défini très clairement notre ICP. On est beaucoup plus sales-driven, mais pas uniquement, on pourra y revenir. On sait qu'il y a entre 10 et 50 sales, qu'ils utilisent tel CRM, qu'ils ont tel besoin, etc. On coche des cases. On a un win rate, tu vois, qui est au-dessus de 50%, quasiment à 70%. Parce qu'en fait, à partir du moment où on sait qu'il est qualifié, qu'il rentre dans nos cases, on n'a pas tellement de raison de le perdre. Donc, c'est un sujet d'adresser la bonne cible ? La bonne cible, de la bonne manière, avec le bon message, le bon ROI, les bonnes promesses, etc. Et le bon flow, sales process pour faire en sorte qu'à la fin, il close. T'intégrer à l'expérience de cet ICP, enfin pas l'expérience à la cible, c'est ça, c'est la manière de travailler, à l'expérience qu'ils en font et comment ils utilisent. Exactement. Ouais, ok, hyper intéressant. Et en fait, le côté PLG, ce qui est délicat, c'est que nous, il y avait deux pis-aller ou 2 steps assez difficiles à franchir. C'était, tu me donnes un N26, il faut déjà d'une part que la viralité organique prenne. Donc, il y a tout un travail de viralité organique, ce qui n'est pas toujours le plus simple. Sans viralité organique, de toute façon, tu n'arriveras à rien. Mais une fois que tu as la viralité organique, tu devais réussir à aller trouver ton champion, le bailleur, etc., pour pouvoir un peu faire ce côté contrat cadre et vraiment monétiser pleinement le compte. Et donc, tu me donnais un N26, tu me donnais je ne sais pas quelle autre banque en ligne on pourrait utiliser sur le sujet comme analogie. En fait, ça serait vachement difficile parce qu'il y a trop d'incertitudes. On n'avait pas forcément bien identifié les mécaniques qui font qu'entre le premier utilisateur, c'est quoi le chemin vers le succès ? D'abord viralité, puis la monétisation. On avait du mal à bien structurer ça. Il faut faire quoi pour faire ça ? Avec le recul maintenant, tu l'aurais fait comment ? Alors PLG, j'ai pas la réponse. Okay. PLG, je pense que c'est important de savoir... j'ai pas réussi. Et donc j'ai bien vu, tu vois, typiquement, je sais ce que Loom a fait, mais je suis pas très convaincu et je pense qu'ils surfaient sur un succès pendant le Covid et qu'au fond, ils ont jamais vraiment réussi le truc. Mais en tout cas, tu vois, c'est les personnes critiques, t'as ta cible. Je sais pas, tu vois, dans notre cas, on a été utilisé par beaucoup de boîtes, chez Exa notamment, pour le design, la revue de design, où en fait, les gens s'enregistraient en commentant leur design et c'était beaucoup mieux qu'une maquette pour pouvoir, tu vois, avoir des échanges asynchrones, etc. Et donc là, t'as un persona qui est clair, t'as un usage qui est clair,
t'as une cible de viralité qui est maîtrisée, qui va être les collaborateurs de ton designer. Donc, tu vois, ça pourrait être... en fait, tu dois vraiment avoir des cibles... C'est un peu la même chose qu'en commercial, finalement, mais sauf que tu dois vraiment les avoir quand c'est en PLG et que tu n'interviens pas du tout. Tu as des growth loops qui doivent marcher de bout en bout. Donc, c'est ton site marketing qui doit être hyper clair, redirigé sur le bon use case, redirigé, etc. Et je pense que ça peut fonctionner si tu es un peu mono-utilisateur, mono-ICP, mono-use case, parce que ça amplifie d'autant plus. Très niché sur un ICP et un usage particulier. Nous, tu vois, un autre concurrent qu'on avait pré-pivot, c'était Tela.tv, qui sont des Allemands. Ouais. Eux, ils se sont mis à fond sur le côté influenceur. Donc, c'est vraiment tous les influenceurs, tous les gens qui, comme toi, ont des podcasts, font du contenu. Du coup, ils savent que quand ils vont voir Tela.tv, tout est mis un peu en scène autour de ce use case. Tu sais comment tu rentres, même si tu es tout seul. Nous, un des sujets qu'on avait, c'est qu'on avait une volonté un peu plus large d'adresser toute la boîte. Parce qu'en fait, on voulait vraiment être transformatif au niveau d'une boîte. Et donc, en fait, que tu sois un designer, un product, un financier, RH, etc., tu n'avais pas forcément la même manière d'entrer dans le produit. Et le côté horizontal produit, c'est comme si à chaque fois, tu te mettais des points de malus par rapport à... Tu peux y arriver. C'est des points de handicap, c'est ça, c'est des points de handicap. Et donc, tu as le côté PLG, c'est déjà des points de handicap parce que c'est pas facile. Le côté horizontal, donc multi-use case, c'est déjà un handicap, c'est pas facile, et ainsi de suite. Et donc, on en a empilé pas mal. Ouais. Aujourd'hui, tu me demandes ce que je ferais. Plus l'éducation, je te coupe, mais plus le truc d'éducation parce que vous vouliez pousser la vision qui était on veut faire en plus de la collab, en plus des vidéos. Quoi. Exactement. Il fallait pousser les gens à se dire vous allez collaborer dessus pour tirer vraiment un bénéfice de Clap. Quoi. Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais ? Je prendrais déjà... je pense que pendant très longtemps, Clap, et c'est, je pense, une question notamment portée par moi et mon erreur, mais un tempérament que j'ai de peut-être un peu ingénieur, de vouloir garder des portes ouvertes. Ouais, franchement, j'ai fait prépa pour me garder des portes ouvertes. J'ai fait HEC pour me garder des portes ouvertes. Mais j'ai quand même fait du droit parce que je me dis, c'est quand même cool d'avoir des portes ouvertes et de pouvoir multiplier mes options, et ainsi de suite. Et, et c'est presque contre nature de fermer des portes. C'est marrant comme tu Et veux. Du coup, j'aurais l'impression aujourd'hui que quand tu es dans une boîte early stage, ta mission, c'est pas de garder le plus de portes ouvertes le plus longtemps possible. C'est plutôt de fermer les portes le plus tôt possible. Ouais. Même si ça vient avec des paris, oui, tu peux faire mal à ton business, tu peux faire mal à tes métriques parce que tu te fermes une porte. Et en fait, tu es là pour apprendre. Et on en revient, tu vois, un peu à Lean Startup où il disait que le début d'une boîte, c'est que de l'apprentissage et tu es là pour apprendre. Et je pense que tu n'es pas là pour l'exécution. Les chiffres, c'est important, mais tu es là pour apprendre. Et en fait, si tu apprends bien, les chiffres suivront. Il ne faut pas se tromper de combat. Quoi. J'ai dîné hier avec pas mal d'entrepreneurs, dont... un gars que j'ai reçu sur le podcast qui s'appelle Jonathan, c'est le CEO de Maze. Ouais. Et Jonathan qui a fait pas mal de virages comme ça, notamment dans sa boîte. Il y a eu aussi des sujets de self-serve à sales assisted. Et d'ailleurs, je recolle le podcast que j'ai fait avec lui qui est vraiment sur ce sujet. Jonathan, il disait hier, en fait, quand tu veux faire un pari, quand tu fais un changement dans ton produit ou dans ta boîte, quel que soit le changement, il faut être intentionnel. Et donc, il faut y aller à fond la caisse. Parce que sinon, le message, il n'est pas compris par les gens à l'extérieur, il n'est pas compris par les gens à l'intérieur. Et plus tu grossis, donc plus tu as de clients et plus tu as des gens dans la boîte, plus le niveau d'intention doit être élevé, tu vois. Plus tu flippes. Plus tu flippes, évidemment. Si tu ne le fais pas, du coup, et tu te dis, je ménage, non, mais on a toute notre base historique. On le fait qu'à moitié, on verra, peut-être qu'on pourra revenir en arrière. Voilà, en fait, l'impression que la vie, c'est un peu ça. Tu vois. Ouais. Je suis complètement d'accord. Les Américains, ils ont une manière de l'écrire. Tu vois, c'est bête de compagnie decision. Oui. C'est la décision. Franchement, Mark Zuckerberg, on l'aime pas. Mais il arrive, il dit, on renomme, on fait méta et c'est le métavers. Ouais. C'est incroyable. Enfin, le niveau de... On se rend pas compte, mais l'influence, l'impact que ça sur tout en fait, dans la boîte et en externe, quoi. Ouais, mais même de son point de vue, tu vois, c'est le niveau de conviction et de bravoure qu'il faut. Il y a un côté éminemment impressionnant pour moi. Tu te dis, il y a tellement d'enjeux, il a des clients existants, il a tout. Je pense que c'est un muscle quand même. C'est-à-dire qu'il a tellement fait de fois. C'est une culture. Je pense que les Américains l'ont beaucoup plus que les Français. Plus audacieux. Tu vois, ils ont une expression. Bête de compagnie decision, c'est une expression que tu entends souvent. Je crois pas que... en tout cas, je suis pas sûr d'avoir la même la même expression un peu toute faite en français. Non, je crois pas. Non. Et après, c'est effectivement un muscle. Et j'espère que maintenant, en tout cas, ce muscle-là, je l'ai un peu plus... dans un long cheminement lent et laborieux que quand j'ai lancé Clap la première fois, quoi. Ok, donc hyper intéressant. Donc tu vois ça comme des points de handicap. Il y a plein de choses a posteriori qui font que... On a fait des erreurs, c'est sûr. Tu fais des erreurs.
Donc là, tu as parlé des handicaps et en fait, quasiment, tu fais déjà quelque part un apprentissage. Enfin, tu sors des apprentissages de cette expérience-là. Mais c'était quoi les signaux qui te faisaient te dire sur la V1 de Clap ça va pas. Il y a un truc à pas. C'était quoi concrètement, tu voyais quoi? Est-ce que c'était de l'intuition en discutant? Est-ce que c'était des chiffres? Il y a deux choses, je pense. Il y a des choses qui viennent de nous et des choses qui viennent de nos clients. Ce qui vient de nous, c'est que quand tu es dans le business, quand tu es dans ton quotidien, on sait que c'est un peu hyper fatigant, hyper exténuant un quotidien de fondateur. Ouais. Et tu as 1000 trucs à gérer, tu as les tomates qui crament sur le feu pendant que tu es en train tes patates. C'est une horreur, quoi. Et à la fois, c'est passionnant, mais c'est difficile et tu oublies vite de prendre un pas de recul. Et tu vois, on voyait les chiffres qui grimpaient. Et mine de rien, il y avait quand même une croissance et c'était pas non plus catastrophique. Parce que si ça avait été absolument catastrophique, on n'est pas bête, on aurait changé tout de suite. Donc on avait une croissance qui était bien, mais qui n'était pas suffisante. Pour donner du contexte, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on avait levé en pré-seed, donc juste sur slide au début, peut-être 4,5 millions d'euros. Ce qui fait qu'on avait pas mal de quoi voir venir. Et on était à la fois avec une sorte de beurre dans les épinards dans l'exécution. Mais de l'autre côté, la contrepartie, c'est qu'on était aussi dans un jeu d'investisseurs, de storytelling sur comment est-ce que tu lèves, tu vois, ton equity story, comme on appelle. Et donc, si je remets ça en perspective, notre croissance n'était pas suffisante pour rentrer dans le jeu de cette equity story attendue et du jeu. Pour pouvoir relever derrière, etc. Exactement. Là où on aurait été bootstrap, on l'aurait fait à notre sauce. Et puis, tant que tu grossis et que tu as tes coûts maîtrisés, à la limite, c'est toi qui fais ta décision. Nous, on avait cette contrainte extérieure aussi. Tu pouvais le bootstrapper, cette boîte, avec le recul, tu penses? Je pense qu'on aurait pu investir beaucoup moins. Bootstrapper, peut-être pas complètement, mais faire un tour d'angel et avancer avec ça, à mon avis, oui. Pourquoi et d'ailleurs, tu dis ça que... serait à refaire, probablement que ma prochaine boîte, je la bootstrapperai, ou en tout cas, je serai beaucoup plus frugal. Ouais. Mais c'est un sujet, on pourra y revenir, parce que je pense qu'on a été beaucoup trop gras dans notre manière d'exécuter. On n'était pas particulièrement gras, et je vois plein de boîtes autour de moi qui le sont bien pires. Mais quand tu commences et que tu as déjà plusieurs millions sur le compte en banque, et que tu te dis, j'ai envie de faire un super produit, et que quelque part, c'est une fierté, on revient au travail de l'artisan, et presque plus l'objet que la finalité de ce qu'il va apporter, c'est-à-dire du revenu, en fait, t'es mal barré. Et il suffit pas d'aller beaucoup plus loin pour comprendre que tu vas t'évertuer à faire un produit nickel, mais tu vas parfois oublier vraiment le côté pourquoi tu le fais. Et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, une boîte, ça sert à faire du profit et c'est sa vocation, quoi. Pourquoi tu pouvais pas bootstrapper Clap? Le bootstrapper complètement, je pense que c'est parce que moi, je développe pas mal. J'adore le développement. J'ai fait plein de projets à droite, à gauche, mais je suis pas non plus un pur développeur. Et alors, j'ai pas parlé de mon associé au début, mais mon associé, lui, il venait de 360 Learning. Donc, il était VP Marketing chez 360 Learning. C'est Pierre Touzeau. Ça a son importance parce qu'il était à New York quand on a commencé. Donc, en fait, on était nous-mêmes dans une logique de... Moi, j'étais du coup à Paris et de télétravail, etc. Bon, ça, c'était pour l'histoire renouée sur le côté télétravail et mission. Mais lui était marketing et moi, j'étais que semi-technique. Donc, j'aurais pu faire un POC, mais on parlait quand même de quelque chose. La vidéo, pour ceux qui développent, ils savent que c'est pas le sujet le plus simple. Soit tu prends tout sur l'étagère et t'achètes tout, mais du coup, tu as des coûts énormes. Je sais que Livestorm, ils ont fait ça, par exemple. On parle souvent avec eux, je sais qu'ils sont passés sur ton podcast. Nous, on a décidé de le faire, nous. Et pour le coup, encore aujourd'hui, je trouve que c'était une bonne décision. On le fait très bien et ça nous aide énormément en termes de marge. Ok, hyper intéressant. Tu penses que c'est plus facile de bootstrapper quand tu as toutes les compétences pour créer un produit tech, selon d'ailleurs le produit que tu crées, en interne au sein de l'équipe cofondatrice? Alors, toutes les compétences, non, parce que tu en as des dizaines. Mais les compétences principales qui sont développer du soft et de le vendre, quoi. Ouais, développer du soft, si tu n'as pas ça dans l'équipe. Enfin, je l'avais, mais peut-être pas suffisamment. Non, et donc, si on avait bootstrappé, il aurait fallu qu'on prenne, qu'on investisse de notre argent de toute façon pour prendre quand même une petite accélération au début avec 1 ou 2 développeurs pour nous aider. Ouais. Je pense pas que j'aurais pu amener moi-même un produit vraiment suffisant. Avec de la trésor, quoi, de côté. Ouais, ça me fait penser au fondeur de Calendly. Je sais pas si tu connais son histoire. Non, pas du tout. Mais Calendly, ça a été développé par une agence de dev en Ukraine. Ouais. C'est un Américain, le fondateur. Il a cramé ses économies pour monter Calendly. Bon, il a eu de la chance, hein, ça a marché. Mais il était pas tech, quoi, comme profil, et il a réussi à le faire, quoi. C'est assez rare. C'est chaud et c'est rare. Hyper intéressant de l'histoire pour ceux qui veulent écouter sur le podcast qui s'appelle
How I Build This, je crois, de Guy Raz. Il est très fort. Ça m'intéresse. Très Parce cool. que c'est une question. Tu vois, si demain, moi, je recrée une boîte, je te disais, Ouais. je pense que je la bootstraperai. Ouais. Ou en tout cas, je nous mettrais en interne avec le côté un peu moins de soldat de dire, OK, on a de l'argent qu'on a levé, mais on l'a pas. Ouais. on l'évacue. Et je parle pas, c'est pas le sujet, il y avait eu pas des scandales, mais de boîtes, je me rappelle même plus lesquelles, qui levaient de l'argent et qui bouffaient des sushis sur les frais de boîte tous les jours, et ceci et cela, et qui se prenaient des super bureaux. Je parle même pas de ça. Moi, je parle juste qu'on a recruté, on est monté assez vite à 14. On n'avait pas un PMF hyper clair, un product market fit hyper clair, et on a recruté des profils parfois un peu en avance de phase par rapport à nos besoins. Aujourd'hui, je ferai les choses différemment. Ouais. J'attendrai je resterai sous-staffé, qu'on maîtrise absolument le besoin qu'on a. Et ensuite, alors c'est un peu plus lent sur certains sujets, mais en fait, on apprend aussi plus et puis on fait moins le côté à coup. Donc voilà. C'est un ensemble de raisons, on peut y revenir. Moi, j'ai été aussi un peu traumatisé au Augury. Typiquement, on était dans la course à la croissance à outrance. On était bien financé et en plus, ça a craché beaucoup. C'était Euraseo qui avait mis pas mal de millions en investissement. Et je me rappelle, étant en charge de pas mal d'équipes, on me donnait tel budget, puis on me disait, t'as 6 mois pour recruter 30 personnes. Ouais. Le headcount était vraiment, le nombre de personnes à recruter était vraiment un indicateur, limite une North Star métrique de succès. Quoi. Ouais, et puis je me rappelle, notamment une fois, donc ça devait être 30-35 personnes à recruter en 6 mois. Donc sur mon périmètre, je parle pas au niveau de la boîte. Hein. Et puis en fait, peut-être 2 mois après, on virait des gens. Ouais, et on a fait un revirement, etc. Alors certes, il faut savoir s'adapter, le business et le marché changent, mais à un moment, c'est pas que ça. C'est aussi qu'il y avait une folie à se dire, OK, on l'a tous vu, il y a tout un tas de boîtes qui ont été surfinancées, qui ont fait plein de bêtises. C'est aussi important parce que ça permet de grossir plus vite. Il faut trouver le juste équilibre. Si tu es trop défensif, à un moment, tu vas pas grandir assez vite. Mais bon, voilà. Je suis pas encore tranché moi-même sur le sujet, mais je pense que faut garder ce côté un peu moins de soldat et bootstrap, même si tu arrives à lever des fonds, parce que tu fais en fait des erreurs, boule de neige, qui vont te coûter plus cher à la fin. Je veux bien que tu nous racontes le pivot du coup maintenant. Donc là, on a compris les signaux, on voit pourquoi tu y vas. Comment tu passes de Clap, l'ancienne proposition de valeur un peu large, horizontale, qui s'adresse un peu à tout le monde dans une boîte, à Clap d'aujourd'hui qui est beaucoup plus niché sur un ICP très précis, etc. Déjà, comment devient l'intuition des équipes commerciales? Comment ça arrive tout ça? Alors, je vais juste revenir parce qu'en fait, c'est le lien. Je t'ai parlé des sujets internes. Je t'ai dit que dans les signaux, on a eu les signaux internes où on sentait que les chiffres n'étaient pas suffisamment bons. Et il y avait les signaux externes qui venaient de nos clients. Et c'est eux, en fait, qui nous ont permis d'aller dans la bonne direction. Mais avant de rentrer et du coup faire la transition avec le pivot, sur les signaux internes, ce qui, moi, m'a particulièrement aidé, je disais qu'on est dans le quotidien, on est un peu dans la tête, dans le cambouis, le côté dans le guidon, opérationnel, le guidon, parfois le cambouis. Mais le sujet, c'est que ce qui nous a aidé, du coup, c'est de se dire, OK, si là, je projette mes croissances mensuelles et que je me projette à 6 mois, où est-ce que je suis, ou à 12 mois, où est-ce que je suis, éventuellement, on se fait un scénario un peu plus élevé, un scénario un peu plus faible. Ça pourrait paraître fou, en fait, dans une startup, de se faire des scénarios de prévisualisation parce que de toute façon, tout bouge tellement vite, etc. Mais nous, ça nous a aidés. Parce qu'en fait, on se disait, OK, en fait, ça nous paraît pas trop mal au quotidien, à l'instant T. Mais si dans 6 mois, je regarde à peu près, puis je me mets juste un petit incrément de croissance en disant qu'on va quand même progresser un peu, en fait, c'est une catastrophe. On n'est pas du tout au niveau où il faut qu'on soit. Et donc, on a commencé, alors pas en 2024, mais pour vraiment accoucher du pivot, à se dire assez fréquemment, il nous reste 100 jours pour se remettre un peu dans cet esprit frugal et le temps est compté. 100 jours et dans 100 jours, on arrête. Et si dans 100 jours, si j'ai un projet, une tâche, etc., et qu'elle n'est pas intéressante pour survivre dans les 100 jours, en fait, je la fais pas et je la décale à plus tard. Bon, c'est pareil. D'autres auront peut-être une autre lecture parce que tu construis quelque chose de long terme, tu as une grande vision, etc. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre et que cette vision, c'est comme les présidents américains. Ils ont 100 jours. À 100 jours, on fait un peu leur évaluation. Ça permet vraiment de se mettre un frame et de se dire un routage hyper simple de décision. Ça, non, franchement, ça participe pas à court terme. Ça participe. Et donc, t'aiguilles comme ça. Ok, ça t'aide à prioriser. Ça, c'était pour le côté interne. Le côté externe, et ça fait lien avec ta question, c'est on s'est rendu compte que 20%, entre 20 et 25% des vidéos qui étaient enregistrées sur la plateforme Clap
étaient en fait des réunions. Okay. Les gens utilisaient notre service, qui était en l'occurrence une application desktop qui permettait d'enregistrer l'écran, la webcam, etc. et une extension qui faisait la même chose. Et ils ne le faisaient pas pour des petites vidéos asynchrones comme ce qu'on avait initialement en tête. Ils le faisaient pour s'enregistrer eux-mêmes en meeting et ensuite partager la vidéo. Et c'était le moment où l'IA, on n'était même pas, je crois, ChatGPT 3.5 et 3, on était encore avant la vague IA. Et donc, c'était vraiment les tout premiers meeting recorders qui faisaient uniquement de la partie recording, mettre la vidéo et la mettre à disposition. Tu n'avais pas encore tout le surfacing IA. Okay. Quand on a vu ça, on s'est posé des questions. On s'est quand même dit, bon, OK, il y a 20% des utilisateurs, on a beau faire tout ce qu'on pense possible pour les aiguiller dans un usage, et ils font autre chose. Et on voyait que ça grossissait au fur et à mesure. Ça, c'est sur le côté use case. Donc ensuite, une fois qu'on a vu ça, on a commencé à aller de plus en plus loin sur ce sujet. C'est là où je pense qu'on a perdu du temps. On a essayé, on n'a pas fermé de porte, et on a essayé de se dire, d'accord, nous, on était une solution d'asynchronous meetings. Les gens enregistrent des vidéos, donc en fait, on est peut-être asynchronous meetings plus synchronous meetings. Donc en fait, on a fait un peu des concepts de all-in-one video workspace, meeting, super meeting platform, blablabla, à vouloir ménager la chèvre et le chou, l'ancien et le nouveau. Et ça, je pense qu'on a perdu une bonne année. Plutôt que de se dire, en fait, l'ancien marche pas très bien, allons sur le nouveau et allons-y à fond. En tout cas, on a commencé à enrichir le produit de cette partie-là. Le côté cible, il est venu un peu à ce moment-là, mais un peu après, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les équipes product et les équipes design, qui étaient presque nos power users sur la plateforme, n'avaient pas beaucoup de budget. Oui, c'est le vrai problème de tous les outils qui leur sont destinés, quoi. Exactement. En fait, c'est dans une boîte, c'est de la folie. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé Clap, tu vois, les outils les plus utiles que tu vas avoir en produit, ça va être quoi? Ça va être des Figma, ça va être des Linear, ça va être ce genre d'outils-là. Product Board pour ceux qui l'ont. Alors, Product Board peut être un peu plus cher, mais globalement, tu es quand même sur des prix à la licence, entre 10 et 20 balles par mois. C'est pas très... Et puis, tu passes sur des produits d'outreach, des produits de CRM, des produits d'intercom. Et là, tu te retrouves à payer, c'est pas 10 balles par licence, c'est des centaines d'euros. 200. Et donc, et en fait, on s'est rendu compte que notre persona qu'on préférait peut-être parce que c'était notre background et historiquement était moins pertinent et n'avait pas de budget, pas les poches pleines. Et donc, on a été vers les commerciaux. Très classique comme histoire. Mais à un moment, il faut quand même savoir aller où il y a du budget. C'est fou. Hein. Exactement. C'est hyper triste. Il y a énormément de boîtes, notamment chez Exa et dans cet environnement-là, qui veulent aider les équipes produits à résoudre des problèmes. Mais c'est une difficulté du fait que, effectivement, c'est un métier qui est vu comme très loin de la top line, où le ROI est très difficile à justifier, et avec effectivement des CPO souvent qui ont pas la main du tout sur le budget. Ouais. Contrairement moi, à je remonte une boîte demain, soit je trouve un moyen de dire que c'est pas juste des petits outils un peu enablers pour les équipes produits, mais vraiment de montrer que ça crée de la valeur. Soit je vais tout simplement pas sur cette cible-là. C'est on va conseiller pour les founders qui sont dessus. Mais même les équipes, tu vois, on parle des équipes produits et tech, mais même les équipes... alors nous, on est au sens large, on adresse les équipes revenus. Donc sales, mais aussi CS, Customer Success. Franchement, Customer Success, ils ont beaucoup moins de budget. Ouais, c'est sûr. Et c'est en train de changer parce que y a un peu le mouvement de dire le support et le Customer Success n'est plus un poste de coût, mais un poste d'expansion. Tous les métiers font ça en ce moment. Tous les métiers. Et donc, il faut trouver la martingale. Je pense que pour le côté CSM, c'est plutôt facile à faire. Pour le côté product et design, tu es quand même un peu plus loin de réussir à convertir ça. Tu peux y arriver, mais je veux dire, il faut vraiment trouver le bon produit, le bon marché. Donc ça c'est comme ça que tu arrives à la cible sales finalement, c'est en te disant en ce raisonnement. Donc là, tu vois, on commence à avoir déjà bien progressé parce qu'on sait la nouvelle cible qu'on veut adresser, on sait le use case, disons, qui est un peu au sens meeting recording et le rendre beaucoup plus facile. On avait un sujet qu'on a toujours puisqu'on les a gardés, extensions et desktop app, mais qui était intéressant par rapport à d'autres outils du marché qui étaient avec des bots qui venaient dans ta réunion et qui enregistraient, ce qu'on a aussi. Mais il y a des gens qui ne veulent pas un bot dans leur réunion. Moi, j'avoue, ça me rend ouf. Et du coup, tu peux utiliser l'extension ou la desktop app. Mais tu as plus d'instabilité de mémoire, je crois que j'en avais parlé avec... Alors, on a bien progressé et globalement, on arrive quand même plus ou moins à quasiment au même niveau. Tu as un tout petit peu plus d'instabilité en fonction de ton setup, etc. C'est sûr, le bot, c'est vraiment le truc qui marche à 100%.
Donc, ça vient avec quelques sujets. Si tu arrives à trouver ton setup et que ça fonctionne pour toi, bah, c'est très bien. C'est cool, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a les gens qui sont, par exemple, sur Windows, sur certaines, pas sur Chrome, etc. Ouais. On a fait un peu des choix OS. Donc, tu changes de cible. Équipe commerciale, du coup, de ces apprentissages dont on a parlé, tu dis que l'ICP, c'est pas que l'équipe commerciale. J'imagine que tu ajoutes une taille, un use case, un machin. Comment tu définis ça? Alors, au début, c'est assez large. Ouais. Et on essaie de pas être trop... je pense que c'est... Alors, peut-être que tu connais ce concept en design qu'on appelle le diamant. Ou le double diamant. Double diamant. Où, en fait, pour ceux qui connaissent pas, on a une première phase qui est un peu... donc qui s'élargit parce qu'on fait une grosse user research et on ouvre un peu les chakras pour voir et pas uniquement la petite problématique qu'on adresse, mais beaucoup plus large. Ensuite, on referme avec une première solution, on teste cette solution en réouvrant et en la challengeant, et on referme avec la solution finale. Bon, je vais peut-être mal répondre. Non, c'est ça. C'est à peu près... Et ben, nous, on a fait ça, en fait. Je pense que c'est difficile, tu vois, de tout de suite partir sur un ICP très, très fermé. Donc, on savait le use case, on savait les commerciaux. On savait quand même une troisième chose qu'on a un peu mentionné tout à l'heure, mais la catégorie, on commençait à sentir que ça sentait le sapin. Tu as eu une catégorie qui était poussée par Loom qui franchement était pas non plus... Enfin, c'est la boîte, tout le monde les connaît parce qu'ils ont un côté prosumer, mais quand tu regardes en termes de revenus, ils sont jamais montés très haut, etc. Ils ont été jusqu'à combien communiqués officiellement? Moi, de ce que je sais, pressant, 35 millions. Peut-être ils ont été rachetés 1 milliard. Ouais, non, mais mais parce qu'ils avaient énormément de freemium, énormément d'audience, et puis je pense que c'était un moment... Ouais, c'était un moment de l'époque, ok. En fait, je comprends pas, même avec je me documente là-dessus. Mais tu vois, ton champion de catégorie, c'est quand même pas énorme. Ouais. Et donc, en fait, ça, c'était le troisième point, c'est qu'on savait que notre catégorie, donc tu vois, on avait le côté un peu plus tactique, ICP, use case, mais le côté catégorie, on savait qu'il fallait qu'on en sorte. Ouais. Mais on y était attaché. Et parce que c'était vraiment, au début, c'était un côté messianique de mission. Tu vois, dans nos valeurs, il y avait Make Remote Works. On voulait vraiment participer à cette lame de fond. Moi, j'habite dans les Pyrénées. Je fais du trail tous les jours. J'ai un mode de vie qui s'est calqué sur ça. Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur le télétravail et que beaucoup de boîtes en reviennent. Moi, j'y crois profondément. Et donc, on a eu du mal aussi à sortir de cette catégorie parce que c'était vraiment quelque chose dans lequel on croyait. Tu as une confrontation entre tes convictions personnelles et aussi ton marché. Demain, si tu veux un marché qui est gros. Et c'est intéressant ton point de dire on n'avait pas de player qui nous inspirait ou qui nous montrait qu'il y avait un énorme marché. Tu vois, je vais prendre l'exemple d'Arthur, le CEO de Pennyline, que j'ai reçu sur le podcast. Quand je lui pose la question, t'as pas peur de construire une boîte avec trop de monde dedans parce qu'on est quand même dans une ère où on veut optimiser à fond la taille des équipes, etc. Il me dit, mais tu sais, mes plus gros concurrents, ils font des dizaines de milliards, en fait. Donc, on est tout petit par rapport à eux. Et donc, c'est le même truc, c'est de dire, en fait, j'ai un marché qui est tellement énorme qu'avoir une boîte avec 1000 personnes, c'est que chi, quoi. Je veux revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on m'avait dit au début de ma carrière. Que t'as oublié. Non, mais je l'ai jamais complètement... Bon, après, moi, j'ai souvent raisonné au cœur et pas au pragmatique pour amplifier mon influence, mon salaire, ma carrière. Mais ça marche pour une boîte. Ce qu'on disait tout à l'heure, je préfère largement être dans une boîte avec plus de concurrence, pour peu qu'il y ait une taille de marché qui va avec. Aujourd'hui, on a des concurrents de partout. Ouais. Mais par contre, tout le monde s'équipe. Je ne connais pas une boîte qui n'est pas en train de s'équiper ou qui va le faire sous peu. Ce qui fait qu'il y a un marché énorme. Et à l'inverse, donc, une catégorie où tu n'as personne, tu n'es pas attiré. Et donc, tu peux être très mauvais dans une catégorie qui boom et qui marche bien. Tu seras toujours meilleur que si tu es très bon dans une catégorie où il n'y a pas de demande. Ouais. Ça, c'est au niveau boîte. Il faut un lièvre, quoi. Et après, tu as au niveau... et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'en parler aussi, pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas entrepreneurs, c'est au niveau employé. Vaut mieux, à l'époque, aller chez Google et être très mauvais chez Google. Mais Google est dans une catégorie incroyablement dynamique, la pub. C'est une des boîtes leaders qui boom. Tu n'es pas très bon chez Google. Bah, tu seras quand même avec des niveaux de salaire, tu vas grandir, tu vas avoir un CV, etc. Et tu vas être bien meilleur que si tu es le A-player d'une boîte moyenne dans une catégorie moyenne. Ouais, après, il faut que chacun voit ses ambitions. Ouais, il y en a qui vont mettre le sens avant, il y en a qui vont mettre... Exactement. Mais si ton but, c'est un peu ce côté carrière, grandir, etc., quels que soient les signes et les symboles que tu mets associés à ça, il faut avoir ça en tête. Donc, tu disais, la cible, c'est bon, on est passé dessus. Équipe commerciale, ça se définit au fil de l'eau parce que j'imagine que tu parlais de l'eau diamant avec diverger, converger 2 fois. Donc, tu trouves des solutions et à la fin, j'imagine qu'à force de parler, de faire de l'exploration, vous dites, c'est bon, notre ICP, c'est ça, c'est tel usage. D'ailleurs, je veux bien que tu nous dises, c'est quoi l'usage un peu maintenant
sur lequel vous êtes et quel type d'équipe commerciale vous alors équipez. pour être très précis à l'époque, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à sentir qu'il y a ce sujet-là. Ouais. Et donc, on se dit, meeting recording, il y a une manière de le faire un peu comme les outils que sont les Fireflies, tu vois, tous les outils, un peu en l'occurrence PLG surtout, les hauteurs. De recording de voilà. rendez-vous, de meeting. Qui sont pas tellement typés sales, plutôt généralistes. Ouais. Et il y a une option, mais c'était remettre une pièce dans la machine de quelque chose qu'on venait de quitter, multi-use case, etc. Et puis, il y avait déjà des gens qui avaient beaucoup d'avance en notoriété. Et de l'autre côté, c'était du coup se verticaliser. Et ce qu'on a fait nous, comme choix. Et donc, assez rapidement, on est rentré en confrontation avec des outils qui sont plus typés Revenue Intelligence historiquement. Donc, tu vas avoir les Gong qui viennent des US, tu vas avoir les Mojo en France. C'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'on était très copains de Mojo. Ils ont d'ailleurs été clients de Clap. Et puis, en fait, il y a un moment, on a fait un call avec eux. On leur dit, les gars... on va se lancer sur le même space. Quand ouais, mais c'est pas... Enfin, tu vois, c'est le marché. Non, mais tu décides pas. C'est le marché qui te pousse. Et puis toi, moi, si j'avais su que j'allais faire un outil pour les commerciaux... tu vois, je n'y aurais pas cru au début. Et je pense qu'on a tous eu à un moment, quasiment tous en tant que founder, ce call avec quelqu'un qui devient ton concurrent du jour au lendemain parce que juste tu as suivi le marché et tes intuitions. Quoi. Et globalement, ils l'ont bien pris et c'est bien aussi. Et je vous remercie parce qu'ils auraient pu mal le prendre. Cool. Mais c'est voilà, on se retrouve maintenant concurrents, mais ça tombe bien, le marché est grand et tirons-nous vers le haut. Et donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, tu vois, avant de te parler de ce qu'on fait aujourd'hui, à l'époque, donc là, on ne parle même pas du moment où on a pivoté, on parle d'avant. Ou peut-être encore entre 6 mois et 1 an avant, on avait quand même un déficit produit. Il y avait quand même beaucoup de choses sur lesquelles on n'était pas au niveau. Et c'est là où le moment où tu te rends compte que tu dois changer et où tu commences à avoir les idées plutôt claires après toute l'hésitation avant, et le moment où tu es prêt à vraiment le faire et à être efficace, tu as toute une boîte en fait à réaligner. Alors si je te fais très rapidement, tu as du produit. Donc là, ce qu'on faisait, c'est qu'on voyait à chaque fois qu'on perdait un deal. Donc, pour le faire, on est repassé en mode beaucoup plus sales-driven. Ça permettait de parler aux utilisateurs, aux clients, de comprendre beaucoup plus... c'est ça, modèle PL. En fait, j'irais presque PLS, mais on y reviendra parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais Product-Led Sales. Donc, ça nous permettait d'avoir des longues listes de features, ce qui était absolument, à cocher, sans quoi on allait perdre tous les deals, ce qui était un peu optionnel. La chance qu'on a eue énorme, c'est qu'en fait, on est arrivé au moment où l'IA se développait. Et tu vois, les Gong et compagnie n'avaient pas tous ces outils-là. Ouais, vous avez été plus vite. Et en fait, c'est très difficile. Tu vois, Mojo, ils ont eu énormément de mal à faire leur mu. Gong aussi. Parce qu'en fait, ils avaient un produit qui était très bien dans un monde pré-IA, mais où tu faisais de la labellisation manuelle, tu faisais de la collaboration manuelle, tu revoyais les calls manuellement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du jour au lendemain, tu as l'IA, mais tu dois recasser tout ton produit pour réintégrer l'IA. Et au début, c'était assez mal fait. C'est l'avantage quels que soient les outils existants. Exactement. Enfin, c'est une lapalissade ce que je dis, mais là, on est vraiment tombé dans un truc. En 3 mois, tout avait changé. Ouais. Et ça a été un gros accélérateur pour nous parce que ça nous a permis de passer directement dans la phase intégrer l'IA. Et donc, il y a même, tu vois, on s'est retrouvé avec une avance IA par rapport à nos concurrents, alors qu'on était en retard sur plein de choses. Ouais. Mais on a pu, et ça, c'était passionnant au niveau produit, il y a énormément de choses qu'on a pu ne pas faire du tout. D'autres qu'on a pu faire en les modifiant directement avec le prisme de l'IA, et d'autres où on a été même innovant, qui n'existaient pas encore, mais où l'IA peut aider. Vous n'avez pas cassé le produit de zéro, mis à la poubelle et recommencé de zéro. Il y a eu des briques de Clap V1 qui ont été réutilisées. Ça, c'est aussi une chance de ne pas pivoter complètement. Et vous avez ensuite revu un peu les fondamentaux ou ajouté des features qui manquaient pour suivre votre promesse qui était voici la nouvelle catégorie, voici le nouvel ICP, voici le nouveau positionnement et le nouvel usage. Et l'IA a été, c'est quoi? Tout le monde veut faire de l'IA, ok, fine, mais c'était quoi? C'était un vecteur de croissance pour vous, le fait d'aller plus vite que Gong, etc. C'était des features qui étaient vraiment attendues par votre cible? Oui. Et qui vous ont permis de signer en fait des deals Oui, alors c'est effectivement, c'est une bonne question. Je pense que tu as des fonctionnalités qui sont très avancées, mais aussi un peu plus velues ou un peu plus complexes à comprendre, etc. Et du coup, c'est intéressant. Par exemple, nous, notre cible, ça va être qu'on parle au RevOps, tu vois, au GTM Engineers, qu'on entend de plus en plus, ce genre de choses. Ou en tout cas, tu vois, des gens qui sont un peu plus musclés pour comprendre ça. Mais en général, c'est pas en première intention que tu le montres. Et par contre, montrer tu vois, des résumés qui marchent hyper au poil, tout ce qui est un peu basique, mais où c'est... En fait, tu vois, un résumé, c'est déjà... Il y a beaucoup de prompt engineering, de logique dans tout ça. C'est très bête et méchant et on fait beaucoup plus. Mais c'est pour dire qu'il faut identifier ce qui est ton must-have et qui permet de donner une bonne image à ton produit pour valider la première impression. Ouais.
Et après, tu as une sorte de blanc-seing pour aller à un niveau du dessus et leur montrer le reste. Et je pense que peut-être au début, on s'est précipité vers des choses à plus haute valeur ajoutée, en parfois sacrifiant un peu ce côté initial et le blanc-seing première étape. Bon, ça dépend de chaque marché, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas besoin de 50 fonctionnalités. Souvent, on rattache ça au aha moment quand on parle, tu vois, des frameworks produits. Faut que nous, c'est, je pense, le résumé et le côté template très simple à mettre en œuvre. Et on a un des meilleurs résumés encore aujourd'hui, tout le monde nous le dit. Et ça n'empêche pas que c'est 5% de la valeur ajoutée de Clap, mais c'est la première impression. Résumé, c'est résumé de la vidéo, hein, pour les gens qui ne suivraient pas, c'est pas évident. Pardon, résumé de la vidéo quand tu as un appel. En fait, c'est plus qu'un résumé parce que c'est résumé, mais on extrait les actions et on t'en fait des tâches, etc. On te sort tout ce qui est les petits icebreakers que tu as pu avoir avec la personne. Comme ça, tu pourras lui ressortir la fois d'après que sa petite fille s'appelle Marie, etc. Et ça crée du lien dans une logique de commercial et ainsi de suite. Ah, je n'ai pas vu ça. Moi qui suis client, j'ai pas vu ça. Il faudrait que je regarde plus. C'est peut-être mon associé dans la foulée. Mon associé qui fait plus de sales que moi. Donc ça, c'est côté produit. Ouais, ça, c'est côté produit. Tout ce qui est rattrapage, mais c'est loin d'être... Alors, c'était la majeure partie parce qu'il y a un gros investissement dessus. Ouais. Un autre sujet... Juste combien de temps vous... Alors, bien sûr que ça évolue tout le temps le produit, mais combien de temps tu considères que vous avez mis pour adapter le produit à votre cible ? Je me rappelle, en interne, on a appelé ça avec un grand plan hyper ambitieux. C'était le fast follower ou quelque chose comme ça. Okay. Où l'idée, c'était d'aller le plus vite possible à un niveau où on est à peu près en position de... À l'équilibre par rapport à des concurrents pour faire les deals commerciaux. À minima, s'aligner dans des deals et aller en finale et compete quelque part. Et puis ensuite, essayer de les gagner. Combien de temps, du coup, ce plan ? Et ça, c'est entre 6 et 12 mois. C'est ce qui me paraît... Ce qui est assez rapide, parce qu'encore une fois, il y a une grosse partie du scope produit qui a été disrupté par l'IA, qu'on a récupéré beaucoup de choses de l'existant. Tu vois, typiquement, toute la partie gestion vidéo, en technique, collaboration, tous les droits d'accès, parce que tu as des sujets un peu sensibles de privacy avec tous ces sujets, tout ce qui s'y discute. On était en fait même meilleur que nos concurrents proches français. Parce qu'on avait une culture qui était déjà produit tech et produit très forte, et je pense qu'on avait un bon niveau là-dessus. Et donc, il y avait des points où on avait quand même des zones fortes, et il manquait d'autres zones qui ont pu être aidées par l'IA. Vous avez tué une partie du produit ? Tu parlais d'intention tout à l'heure en disant qu'il faut qu'on arrête de vouloir tout faire et de laisser. Est-ce qu'à un moment où tu dis ça, on a beaucoup travaillé dessus, il y a eu beaucoup d'émotions, des années de travail. Il y a certaines parties qu'on a tuées. Dur, hein. On pourrait le faire beaucoup plus. Ah, j'imagine. On les laisse un peu mourir, mais en fait, on les met plus du tout en valeur. Ouais. Et quand il y a des bugs, etc., tu vois, on les résout qu'à moitié, et puis on sait qu'il y a des branches mortes qu'on va tailler. Mais oui, ça a été une question, parce que quand tu annonces ton pivot, tu as quand même beaucoup de produits. Je parlais tout à l'heure de Revolut et Conto. Ils commencent à nous utiliser bien sur la partie commerciale, mais à l'époque du pivot, c'était pas du tout le cas. Ils étaient vraiment sur une logique où, pour le coup, complètement matching avec ce qu'on voulait faire dans notre vision initiale. Et il faut leur faire comprendre quand même que tu vas pas tuer le produit trop vite. Ou alors tu les sacrifies. Nous, notre pari, là, ça a été de se dire, tous ceux qui sont en mode PLG, typiquement, donc ce qu'on appelle PLG pour nous, c'est les petites boîtes, tu vois, les indépendants, les solopreneurs, c'est une grosse partie du volume. En fait, ceux-là, on s'en fiche, on va les perdre, c'est pas grave si ça s'aligne pas. Ouais. Les gros, on va pas les sacrifier intentionnellement, on va quand même garder ce qu'ils utilisent, mais on va essayer de les upseller sur la partie nouvelle et le faire dans la durée. Il y a deux trucs moi, que je peux faire ressortir sur des expériences ou des invités que j'ai eus. Le premier, c'est il y a une boîte qui fait beaucoup ça en test, qui kill des fonctionnalités juste pour voir ce qui se passe. Et ça leur permet de suivre une valeur qui s'appelle la valeur de la simplicité. C'est partout, ils font ça beaucoup. Donc eux, ils veulent toujours un produit simple. En fait, ils vont virer des fonctionnalités sur lesquelles ils ont une intuition qu'il n'y a pas tant d'adoption que ça, et ils voient ce qui se passe. Est-ce que ça gueule pas, etc. Lucas chez Hyperline le fait beaucoup aussi. Il supprime des fonctionnalités et voit ce qui se passe. Après, le deuxième truc, c'est d'être intentionnel dans la façon dont on communique les choses. Linéaire, typiquement, ils sont construits par segments. Donc au début, ils ont vraiment approché, ils se sont dit, nous, on veut, on cible les boîtes de 0,50. Bam, on veut tous les meilleurs logos des boîtes 0,50 et tout le reste, même s'ils viennent, qui font 120 personnes, on leur dit, écoutez, en ce moment, c'est 0,50 notre focus, il n'y aura rien pour vous. Donc si vous avez envie d'utiliser, fine, mais soyez au clair sur le fait qu'il ne faut pas venir se plaindre de support ou autre. C'est encore autre chose parce que là, du coup, c'est ce que tu n'aurais pas forcément. C'est de la construction, exactement, c'est la construction. Mais en tout cas, quand tu pivotes, tu peux l'utiliser un peu ce principe. Mais c'est hyper dur. Mais la première idée, je pense qu'elle est très bonne. Et c'est ce qu'on a fait un peu. De masquer, tu peux revenir en arrière, mais c'est comme un rollback, mais tu masques. C'est tu vois, je l'ai fait par moments sans mettre vraiment de nom ou de stratégie dessus. Et je pense que le fait tu me le dises, ça me donne des idées. Je pense qu'on va le faire. Ils ont des rituels de simplicité, en fait. Et ils disent, bon, qu'est-ce qu'on masque cette semaine ou ce mois-ci. Je ne sais pas quelle est la fréquence, mais voilà, il faudra voir avec l'équipe.
Donc ça, c'est pour le produit. Pour, Ouais, après, je dirais qu'on était tellement petits que nous, il y avait 3 pans. Il y avait produit, il y avait go-to-market, au sens plus on va en marketing, parler, ça m'intéresse que tu en parles. Donc tout ce qui est positionnement, il y a la marketing depth aussi, la depth marketing qui est importante parce que tu as un message, la Clap est connue pour quelque chose. Comment tu fais pour que d'un coup, les gens ils pensent à Clap sur autre chose? Ça, c'est vachement dur. Ouais. Ça c'est très difficile. Alors, et après, tu as le troisième point qui était plus go-to-market, mais au sens commercial. Donc product-led growth, product-led sales, ouais. Sales-led, pour la partie commerciale, positionnement, mais marketing depth ou messaging depth, c'est un sujet, j'aurais pas pensé que ça nous ferait si mal et que ça serait si difficile. Super dur. Encore aujourd'hui, tu vois, il y a des choses où on est un peu dans le dur et on n'est pas complètement clean. Enfin, nous, on sait ce qu'on représente, mais disons qu'on a des pièces qui peuvent rester, des gens qui reviennent nous recontacter, etc. La messaging depth, je pense qu'on parlait tout à l'heure, tu vois, tu disais ce que disait Jonathan, il faut être super intentionnel pour que ce soit clair en interne et en externe. Et en fait, c'est ça. Tu dois essayer de changer, mais toute ta vitrine. Et sauf que c'est quand tu es une petite équipe, tu sais, en plus, si tu adoptes une position de test and learn, tu sais pas trop, tu vas pas vouloir investir trop dans une idée qui peut rebouger dans 2 semaines. Bien sûr. Et donc, c'est un peu la tension de dire comment est-ce que tu calcules ton temps et tu fais ton mode test and learn, ton apprentissage, sans passer trop de temps parce que refaire tous tes assets, c'est compliqué. Bon, on a listé nos collaterals, on n'a rien fait de magique, mais on a listé tous les collaterals, on a regardé ceux où il y avait le plus de trafic dans une logique d'entonnoir, on les a changés en premier. On est passé avec beaucoup plus de discours où on rentrait, nous, pour discuter avec les gens parce que du coup, tu maîtrises. Déjà, tu réapprends, puis ça fait le lien avec le produit, etc. Et le lien avec le côté commercial dont on va parler. Mais du coup, tu maîtrises mieux ton narratif puisqu'en fait, c'est toi qui le dispenses à tes comptes que tu présupposes un peu clés et stratégiques. Il y a des éléments qui sont durs. Tu vas en parler de fermer des portes. Nous, il y a des sujets qu'on a décidé de ne pas faire, peut-être avec erreur, mais... on avait beaucoup d'articles de blog. On avait 3 ans d'historique de blog sur l'asynchrone, le côté, tu vois, très... et puis vu que c'était une catégorie à construire, il y avait beaucoup de choses à évangéliser. C'était très profond en termes de théorie des organisations et compagnie. On les a laissés. On en a enlevé certains quand même qu'on a trouvé qui étaient vraiment plus alignés. Mais c'est pour ça touche vraiment tous les collaterals. C'est pas facile, cette partie-là. Ça, c'est chaud, C'est pas facile. Renouveler, tu vois, ton glossaire, les mots que tu utilises, un mot ne va plus vouloir dire forcément la même chose. Mon point là-dessus, je pense que c'est vraiment de se dire, c'est lister tes collaterals, prioriser. Je pense que l'entonnoir, tu vois, un peu comme en produit, quand tu fais un peu tes priorisations, tu as un peu le côté de combien d'utilisateurs vont être impactés et c'est une des clés qui va te donner là, tu peux faire à peu près la même chose. C'est quoi les collatéraux, juste pour que les gens comprennent pour toi? Pardon, ça va être la landing page qui doit venir assez vite. Ça va être le deck commercial. Tous tes actifs, en fait. Tous tes actifs, ça va être tes articles de blog, ça va être tes sous-pages de ton site, solutions, produits, etc. Tu vois, il y a des choses, produits, on est une boîte qui fait du screen recording, on l'a vraiment caché fort pour en mettre d'autres à la place. Bien sûr que la homepage, on l'a fait tout de suite. Et ensuite, ça va même dans le produit, dans ton help center, Enfin, il y a beaucoup de choses. Tu dois aussi être hyper clair sur tous les touchpoints que tu as eu avant. Donc, par exemple, on a une communauté Slack. Donc, il a fallu à chaque fois, que ce soit par le mailing à nos utilisateurs en interne, mais aussi pour le marché, beaucoup de LinkedIn, etc., pour accompagner la chose. Moi, il y a un aspect en plus, et je pense que ça peut peut-être intéresser certains, c'est que pour essayer de faire une rupture franche et qu'il y ait un avant et un après, on a presque fait comme si c'était un avant. Tu vois, il y a notre civilisation, il y a un avant Jésus-Christ, un après Jésus-Christ, nous, il y a un avant pivot, un après pivot. Et ça a quand même pas mal aidé. Le 28 juin, on a fait une grosse com, on a mis tous nos angels dans la boucle, etc., etc. Donc déjà, ça a aidé à faire du bruit et à renouveler un peu. Avec du recul, je pense même qu'on aurait presque dû renommer Clap pour être encore plus franc. Ouais. Et du coup, tu as vraiment, tu vois, là, du coup, tu as un côté où tu sais pas si c'est tactique, si tu te cherches. Donc ça, je l'aurais fait, je pense, si je devais le refaire. Mais j'avais un autre enjeu, c'était que côté fonds, parce qu'on n'a pas parlé des fonds depuis tout à l'heure, ce qui a aussi précipité un peu la décision à un moment de pivoter, quand on faisait nos projections, c'est les nombres de millions que tu as en banque commencent à diminuer. Et tu commences à te projeter, je vais devoir relever des fonds, être rentable, il va falloir faire quelque chose parce que sinon la boîte à un moment va s'arrêter.
Les premiers mois, on était très sulfureux parce que tout marchait bien. On avait fait une belle levée, on communiquait bien. Donc, tous les fonds, les gros fonds venaient me parler assez fréquemment. Et puis, passe 1 an, passe 2 ans, et puis tu tombes un peu en dehors des radars. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir un narratif pour expliquer, OK, peut-être que tu n'as pas entendu parler de moi pendant 3 ans, mais je remets les pendules à zéro. Et finalement, ce qui compte pour eux, c'est pas tellement tout ce qui s'est passé avant, c'est que tu arrives à montrer assez de traction sur un temps limité, avec un début, une fin et un narratif qui colle. Et donc, pour nous, ce narratif, ça a été, OK, oubliez tout ce qui s'est passé avant. On a fait des erreurs, je peux vous raconter tout ça. Maintenant, ce qui compte, c'est le 28 juin et vous comptez la croissance qu'on a à partir du 28 juin, etc. etc. Et ça a énormément aidé. Quand je parlais à des fonds, c'était surtout les fonds américains qui, je pense, ont beaucoup plus cette culture de l'échec, du pivot, ce genre de choses, ont bien pris la chose. Donc, ils le voient comme une seconde boîte quasiment. C'est peut-être pour ça que renommer aussi la boîte, c'est pas mal. Déjà, on pense que tu remontes une boîte derrière, même si la structure juridique n'évolue pas. Exactement. Tu as quand même ce truc de dire, écoute, moi, j'ai tiré des apprentissages, des erreurs. Et on le voit différemment, on va le faire différemment, etc. Mais ça nécessite quand même, du coup, que quand tu communiques, quand tu fais cette communication auprès de tes fonds, tu as déjà des chiffres à montrer quand même. Il y a déjà une progression nette, en fait, non? Tu peux pas le faire juste au moment du pivot, en fait, ça. Ouais, mais alors c'est là où on revient. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit il s'est passé 3 ans entre l'amorce du pivot et le début. Non, il s'est passé 3 ans entre la rupture consommée du pivot nouvelle version et le début. Mais avec tout ce que je viens de te dire, tu vois qu'en fait, c'est plus une histoire continue. Bien sûr. Pendant 12 à 18 mois. Et donc, on avait déjà des clients bien qu'on avait un peu signés sans encore informer tout le monde. On avait déjà une histoire, on avait déjà des chiffres, on avait déjà de la confiance. Ce qui fait que quand on a pivoté et qu'on a rendu ça officiel, en fait, on avait déjà assez d'historique pour savoir qu'on était confiant dans notre choix. C'est parce que tu as mis un jalon, en fait, qui est virtuel dans les faits, mais qui est important à et je pense que, tu vois, je suis pas sûr que ce soit la meilleure décision, mais si tu fais pas ça et que tu rechanges 2 semaines après, on revient dans ce qu'on disait. Déjà, ça t'a pris beaucoup de temps, de force de travail, tout simplement, et de temps dans une équipe limitée pour réaligner ton messaging depth, réaligner ton produit, il manque encore des choses, mais ton produit, et ainsi de suite. Et puis en plus, tu perds en crédibilité. Si tu refais 3 mois après, on a repivoté. Moi, j'ai vraiment fait le côté, on a pivoté très fort, c'est un one-shot. Il y avait un avant, il y avait un après. Si ça n'avait pas marché, qu'il avait fallu repivoter derrière, je pense qu'on aurait été un peu plus embêté. On l'aurait vraiment camouflé pour pas faire la girouette et perdre tout le monde. On a vraiment instrumentalisé cette communication-là. Là, tu nous as parlé de tout ce qui se passe d'un point de vue produit, on a parlé de la distribution, on sait globalement le gros en fait du truc, de ce que les gens voient et ce qui est visible. En interne, dans la boîte, il y a forcément des choses qui impactent l'équipe. Alors déjà, tu as les gens que tu as recrutés il y a longtemps, ils viennent peut-être pas pour la même promesse que la nouvelle promesse. Ça arrive dans plein de boîtes, notamment des boîtes avec une vision qui est un peu une vision vue comme impact, santé, etc. Tu vois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, si tu peux partager ça, et comment tu as vécu le truc, quelles intentions tu as mis là-dedans, quoi? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est une très très grosse composante, la composante humaine. Si j'essaie d'être bref dessus, je dirais que nous, on était monté à 14. Donc, on restait une petite boîte, on restait plutôt early. Et on est passé après ça à 9. Donc, on a quand même sorti 50% de l'effectif. On l'a sorti en partie pour des raisons budgétaires, pour laisser courir un peu plus la trésorerie qu'on avait. Et on l'a sorti en partie et surtout parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de profils qui ne collaient plus. Quoi comme profil, par exemple? Profil, notamment, en fait, tout ce qui était hors tech qui peut être réutilisé sur la nouvelle idée. Les profils, sinon, c'était, tu vois, du support, du customer success et des ventes qui étaient plus dans une logique PLG. Donc, one to many, avec ce que ça implique. Tu parles pas tellement aux gens individuels, c'est plus des ressources, c'est plus une logique de construction d'inbound, etc. Là où tu passes du jour au lendemain à des discussions beaucoup plus monétisées, beaucoup plus donc dans une logique commerciale, etc. etc. Pas possible pour toi de former ces profils sur le nouveau modèle? C'est compliqué? Non, je pense que c'est... Alors déjà, on en a parlé notamment avec une personne et en fait, il y avait... Enfin, c'est compliqué, c'est déjà un changement, et puis toi, tu as besoin d'aller vite. Je pense que c'est bien de... On est sur une industrie où les gens peuvent quand même assez rapidement retrouver du travail. C'est vrai. Et donc, je pense que c'était quand même important de pouvoir avancer plus vite. On ne parlait pas, tu vois, d'un horizon à 2-3 ans. On parlait d'un horizon à dans 1 an, on avait des problèmes. Donc, il fallait quand même aller plus vite, et tu ne changes pas quelqu'un qui bosse depuis 15 ans dans son secteur en 2 mois. En tout cas, ça dépend. Il faut que la personne en montre vraiment l'envie. Je donne un exemple parce que je l'adore et que je la recommanderais à tout le monde, mais on avait Angela qu'on avait recrutée chez Typeform,
qui était du coup un gros poste support chez Typeform. Typeform, c'est une boîte excellente. Ils sont très bons en PLG, one-to-many. Elle était très forte quand elle le faisait chez Clap. Mais du jour au lendemain, on lui dit, en fait, c'est plus tellement notre focus, il va falloir que tu changes pour complètement. sa carrière, quoi. Ça collait même pas à ce qu'elle voulait construire pour elle-même. Et donc, elle était finalement assez contente de partir aussi, et ça s'est fait en très bonne intelligence. Tu as des conseils pour ça, pour gérer alors, à nouveau, j'ai compris que c'était 5 personnes qui étaient plus... probablement plus cohérentes vis-à-vis du projet ou juste pour lesquelles tu voulais pas fermer la carrière. Tu as des exemples, t'as des conseils là-dessus sur bien gérer ce type de réerreur, comment véhiculer les messages Alors moi, j'essaie d'être toujours le plus transparent possible, le plus... T'expliques le projet, quoi. Ouais, mais même, tu vois, tu pourrais essayer de garder ça dans ta tête parce que tu as envie de ne pas trop mettre de pression sur tes équipes. C'est dur, une vie de fondateur où on se demande s'il faut pivoter, est-ce qu'il y a une notion de résilience, ou doute, etc., tous les doutes que tu as. Tu pourrais avoir un choix où tu dis je préserve l'équipe et je le garde pour moi. Mais par contre, le moment où ça sort, ça fait une sorte de bombe et personne n'est préparé et c'est très difficile. Moi, j'ai une vision plutôt différente où la majorité des choses, on a ce qui vient aussi, tu vois, notre vision initiale de Asynchronous, et on construit un peu en public, en interne, où quasi tout est public. On parle beaucoup, tu vois, d'Alan qui ont leurs décisions. Je crois que c'était des tickets GitHub qu'ils prenaient pour écrire tout est visible partout. On a un peu la même chose, nous, mais ce qu'on fait dans nos chaînes. Donc, en fait, le moment où la décision arrive, c'est pas tellement une information pour l'équipe, c'est plus une continuité logique. Derrière, bien entendu, ils savent pas forcément qu'est-ce que ça implique en termes d'emploi. Et là, c'est toujours difficile, mais c'est être humain, à l'écoute, essayer de rassurer comme on peut, essayer d'expliquer pourquoi. Je dirais que pour 3-4 profils, ça s'est bien passé. Pour 1-2 profils, c'est plus difficile. C'est toujours le cas. Et il faut juste être hyper humble, je pense, et garder le côté humain et pas se dire, allez, maintenant c'est fini. Et tu vois, c'est un peu... Chez Amazon, ils appellent ça les meat boys, les managers qui transportent des paquets de viande. C'est les employés et qui finalement oublient le côté humain juste pour la mission. Je dis ça parce que notre dernier cofondateur a passé 15 ans chez Amazon. Donc, c'est essayer de ne pas raisonner en tant que meat boy. C'est vraiment genre, non, il y a l'humain, on reparlera de business, mais d'abord, là, c'est un moment pour l'humain. Dernier truc, je crois qu'on n'a pas évoqué, c'est la partie pricing, packaging. Comment ça a été décidé, ça si tu peux nous faire un aperçu rapide ou pas rapide, tu me dis. Ouais, alors pricing, packaging, c'est notamment une question qui est liée, tu vois, avec ce qu'on disait sur l'évolution du positionnement et la logique de fermer, ouvrir des portes et de fermer, ouvrir des fonctionnalités. Nous, on a typiquement fait le choix de fermer nos licences Loom-like, je pourrais appeler, donc ancien positionnement, à partir du pivot. Donc pour les comptes historiques, on les laissait et elles pouvaient continuer à inviter d'autres personnes et à augmenter les licences. Par contre, si toi, aujourd'hui, tu t'inscris sur Clap, tu les as plus. T'es nouveau, tu les as plus, Alors, on les a en mode entreprise. Donc, si tu es une boîte très grosse, tu vois, on a cité, ils ne sont pas forcément très gros, mais on a signé Payfit il n'y a pas longtemps. Eux, ils sont arrivés, on parle de 1000 licences, on leur fait un deal avec ce type de licence parce que ça nous va bien et que ça correspond aux objectifs de taille de compte qu'on souhaite. Mais toi, si, tu vois, petite boîte, solopreneur, t'arrives et tu cherches ça, tu le trouveras pas sur le site. Et donc, oui, il y a eu un gros impact. Premier impact, ça a été de supprimer du coup une licence. Deuxième impact, ça a été d'ajouter une licence. Donc, on avait un peu la licence de base qu'on appelle Pro, qui te permet de faire le meeting recording et la partie IA un peu standard. Notre cible étant commerciale, on a créé une licence dédiée aux commerciaux avec beaucoup plus de fonctionnalités spécifiques. Et c'est intéressant parce qu'en fait, le moment où on l'a créé, c'était un peu un pari, on ne savait pas trop, on l'a fait en test. 6 mois après, ça faisait 50% du revenu. Et aujourd'hui, c'est quasiment les 2 tiers. Donc, on n'a pas changé complètement. On est resté sur un système de licence par user. Le prochain chantier qu'on a commencé sur certains sujets à intégrer, c'est le sujet classique que tu as dû entendre parler avec toutes les équipes produits. C'est dès que tu as de l'IA, c'est un peu le côté crédit, usage-based. Je pense quand même, ce qu'on est en train d'appliquer et de mettre en œuvre, et ce qui me semble le plus pertinent, c'est de ne pas faire du pur usage, mais c'est de faire en fait quand même des licences, mais où tu peux top-up avec des extras. Ça te donne quand même une visibilité SaaS, sinon tu n'as pas toute cette récurrence et c'est un peu plus difficile à suivre. Et ça te donne aussi un lock pour les gens qui utiliseraient un peu moins. Ils ont quand même leur quota, quoi. Ça donne quoi d'ailleurs en résultat aujourd'hui? On a parlé du pivot, on a parlé de l'avant, de l'après maintenant.
Alors, on ne communique pas sur notre chiffre d'affaires. Ce que je peux dire, c'est que... Tu vas donner quelques chiffres quand même pour qu'on s'aperçoive. Sinon, ça ne veut rien dire. Ah non, c'est sûr. Non, et alors, pardon, et tu disais, tu vois, les gens, comment est-ce qu'on gère l'humain? Ça, c'est une très grosse question. Donc, il y a les humains que tu sors. Bon, on en a parlé. Ceux qui restent, ils n'étaient pas venus pour la même mission. Ouais. Tu leur dis une mission qui est asynchrone, productivité, etc. Tu les dis, tu vas faire des flottes d'agents IA pour commerciaux. On ne parle plus du tout de la même chose. Ça passe par trouver de l'intérêt là où il y en a. En l'occurrence, pour nous, c'était l'IA, etc. Ça passe aussi par dire, regardez les gars, pendant un temps, c'était quand même pas très drôle. Toutes les 2 minutes, on cherchait ce qu'on allait faire à la place. Aujourd'hui, on a une traction qui est juste incroyablement, beaucoup plus forte, je veux dire, et qui est beaucoup plus exponentielle. Et il y a une excitation là-dedans. Donc nous, ça a été, pour être très prosaïque là-dessus avec l'équipe, tous les jours, on regardait le MRR, on postait un dashboard sur le Slack général. Et puis, il y avait un gars qui s'est amusé à dire jusqu'à 1 million d'ARR, je ferai un celebrate en disant, tu vois, 1 cas d'MRR, 2 cas d'MRR, 3 cas d'MRR, qui nous a posté jusqu'à ce qu'on atteigne 1 million. C'est-à-dire, on a un premier chiffre. On a dépassé le million. Mais il postait, voilà. Et ensuite, il a dit, bon, à partir de maintenant, je le ferai tous les 10. Mais tu vois, c'est assez rigolo. C'est vraiment instrumentaliser ça pour faire un jeu et même, tu vois, presque gamification du revenu. Là où avant, on était complètement à l'inverse. Le revenu, c'était le truc tassé au fond. On a complètement mis ça au centre. Maintenant, pour, tu vois, alors j'ai oublié ta question, pardon. C'était juste de dire qu'est-ce qui s'est passé depuis, du coup. Oui, en chiffres. Et donc, en chiffres, tu vois, on est à, je crois, 750 clients à l'heure où je te parle. On a fait entre 28 juin 2024, 28 juin 2025, plus que x5 en revenus. Ok, trop cool. Pour te donner une idée, on a fait plus de revenus en un an que ce qu'on avait fait, enfin à peu près autant que ce qu'on avait fait depuis les 3 ans précédents. Ah ouais, d'accord, ok. Pas plus, pardon, 4 fois plus. Ouais. Donc en un an, on a fait 4 fois plus de revenus que ce qu'on a fait sur les 3-4 années précédentes. Ok. Et besoin de relever du coup ou pas? Non, parce qu'on est... Alors, on a pas mal de dettes, mais en gros, on est quand même rentable ou presque. Ouais. Alors, pour survivre, pas besoin de lever. Ouais. Pour grandir dans un marché hyper concurrentiel, clairement, on va probablement s'y mettre bientôt. Mais le jour où ta boîte passe d'un état... Je me rappelle, je me suis levé un matin et je me suis dit, OK, là, virtuellement, ma boîte est infinie. Ouais. J'ai plus le côté perfusé, tu vois, devoir appuyer, faire du bouche à bouche et tout ça. Ma boîte est infinie. Ouais. Ce sentiment, il était quand même assez impressionnant. Tu m'étonnes. Et après, tu vois, en termes de croissance, on n'est pas sur des croissances non plus méga explosives, mais on est à peu près à... On a fait du 20% depuis donc 2024, enfin juin 2024. Ouais. Et en fait, tu vois que ça fait quand même... Enfin, ça fait du bien, quoi. Ouais, tu vois ta courbe qui monte, il y a un côté... Forcément, si tu compares à Replit, Lovable et compagnie, c'est difficile de définir une croissance explosive aujourd'hui quand les gars, ils ont vu les benchmarks. Mais c'est très difficile. Et d'ailleurs, tu vois, quand tu parles à tes fonds, je trouve que on est tellement dans un sujet où il y a quelques boîtes qui explosent complètement qu'une boîte qui fait 20% de croissance mensuelle, c'est pas si mal quand même. Et pourtant, on se sent nul. Et... Faire attention à ça. Et il y a un côté fatigant. Et nous, en plus, on utilise beaucoup LinkedIn pour communiquer. C'est un des sujets. On essaie d'augmenter un peu le côté présence fondateur, etc. Pas très bien parce que c'est pas forcément ce qu'on préfère, mais on s'y met. Et donc, on est quand même pas mal là-dessus. Et il faut garder la tête froide. Là, le côté mimétisme, le côté influence et compagnie. Donc, effectivement, c'est plus bas que Lovable. On les rattrapera. Tu vas y arriver. Est-ce que j'ai oublié un truc là dans tous ces sujets liés au pivot? On a fait un bon tour d'horizon quand même. Hein. Ouais, je pense que peut-être en quelques mots, juste tout à l'heure, j'ai abordé le côté PLS. Ouais. Donc, oui, dis-moi carrément. Ça, je pense que ça peut être intéressant parce que c'est quelque chose qui marche très bien pour nous. On a copié sur certaines autres boîtes qui l'avaient peut-être pas vocalisé. Donc, comme ça, je dis un peu ce qu'on a fait. Je pense que le PLG, pour moi, donc on en a parlé longuement plus tôt, c'est difficile. Et c'est que dans certains cas précis qu'il faut bien l'appliquer uniquement. En revanche, aujourd'hui, on a toutes les petites growth loops qu'on a mis en place. On a toutes les mécaniques de viralité organique. On a le freemium qui est en place. Les gens peuvent mettre leur carte bleue, peuvent augmenter leur compte. Tout ça, ils peuvent le faire eux-mêmes. Par rapport à d'autres concurrents que je ne citerai pas forcément, mais qui étaient dans une logique très sales, ça nous donne une puissance de feu parce que c'est c'est un amplificateur marketing. Les gens peuvent venir tester ton produit, peuvent s'inscrire, peuvent eux-mêmes partager. Ça fait un effet boule de neige.
Et donc, on profite quelque part de toute la viralité organique des outils viraux. Je parlais, tu vois, des Otter, des Fireflies. On a cette mécanique en place. Et tu profites également du côté qui est beaucoup plus intentionnel, les équipes commerciales. Effectivement, au fur et à mesure, on a raffiné notre sales playbook. Donc, raffiner beaucoup plus l'ICP. Ça veut dire quoi en termes de segments, de nombre d'équipes commerciales, de profils, et ainsi de suite. On pourrait rentrer là et ça serait très long, mais globalement, mon point, c'est que donc, c'est ce que j'appelle product-led sales. C'est d'un côté, tu as ton côté PLG qui sert du business, mais qui sert aussi d'amplificateur marketing et viralité. Et de l'autre côté, tu as ton vraiment sales-driven qui rapporte le revenu. Si je te donne quelques chiffres et comment ça s'incarne chez nous, 80% du volume entrant, c'est ce que j'appelle donc nous low touch. Donc c'est en fait, PLG, c'est des gens qui sont pas dans notre cible. On les catégorise très vite et ils sont dans un circuit complètement automatisé. 20%, c'est donc du high touch. Donc là, on les cible et on sait qu'on veut leur parler et on fait tout pour leur parler le plus vite possible. En revenu à l'inverse, 20% du revenu, c'est du self-serve et 80%, c'est ce qu'on appelle high touch. Le côté high touch, je sais que Lemlist, par exemple, avait communiqué là-dessus. Nous, on fait aujourd'hui des démos groupées. Low touch, pardon. Low touch. Donc, les gens qui viennent en self-serve, on a quand même envie de pouvoir leur faire des démos. Et donc, on a 2 créneaux par semaine où ils vont pouvoir faire une démo avec pas mal de gens qui s'inscrivent. Et il y a quand même un humain au bout. Je parlais de Lemlist, je sais qu'eux, par exemple, ils ont fait ça et qu'ils ont quand même vu que même pour ces comptes-là, il vaut peut-être mieux faire vraiment un contact humain one-one, quitte à en automatiser un peu une partie et mettre des équipes plus juniors, etc. Donc, on n'est pas complètement cristallisé dessus, mais on a toute une routine d'onboarding. Si tu t'inscris sur notre plateforme, en fonction donc du segment dans lequel tu es low touch ou high touch, tu vas pas recevoir le même mail d'onboarding, tu vas pas recevoir les mêmes sollicitations de nos commerciaux pour te répondre, et ainsi de suite. Trop bien. Bon, écoute, on a un truc et là ça marche très bien. Qui est carré là. On est assez content. Trop cool. Merci Robin d'être venu sur le podcast. C'était trop cool de te recevoir. On se tient au jeu sur la suite là. Tu pourras nous communiquer plus de chiffres dans un an. Ouais, exactement. J'ai forcé jusqu'au bout. J'adore. Non mais franchement trop cool et j'adore avoir des fondateurs comme toi qui ont fait du produit avant. Quelques jalons. Mais oui, je suis content. J'espère que c'est des exclus. Mais non, en vrai, d'avoir des gens comme toi qui viennent du produit, donc qui ont fait des constats en entreprenant qui sont quand même radicalement différents de ce qu'ils avaient vu, et c'est le cas de beaucoup de fondeurs produits, et qui ont en plus vécu ce pivot où en fait tu fais une réalisation pendant le pivot, c'est quand même trop stylé. Donc merci d'avoir partagé ça. Je suis sûr que ça va être hyper utile à plein de gens. Ouais. Je pense que les produits, il faut qu'on soit plus humble. Le produit, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Mais je pense que tous les métiers ont un biais, en vrai. C'est juste qu'il y a des biais dans les métiers, genre sales, marketing, etc., qu'on voit comme plus héroïstes à nouveau. Et nous, enfin, je dis nous, je m'inclus dedans, alors j'ai jamais fait de produit. Mais quand t'es product et que tu fais très bien ton métier, le problème, c'est que c'est pas perçu comme étant quelque chose qui apporte de la valeur. Donc je pense qu'il est là le biais. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Bon, allez, on se laisse sur ce mot de la fin positif. Merci pour l'invitation. Salut. Ciao.